Merci aussi Clotilde pour cette main technique. Merci aussi, donc j'ai dit merci à Valérie, merci aussi à Cécile pour sa bibliographie et merci à vous d'être là. Bon, j'ai entendu que c'était une œuvre difficile. Moi, ça fait tellement longtemps que je vis avec que je sais pas, elle est peut-être difficile. Euh, je ne sais pas. En tout cas, euh, le titre que j'ai donc donné à l'ouvrage que je vais publier et qui est déjà présent dans l'article qui avait été aussi l'orientation de ma thèse, c'est pas Bestiaire d'amour. Et au fond, je dirais que au fond, l'essentiel de ma thèse, et ça, depuis le début, et j'ai pas tellement changé, c'est de donner à cette œuvre un autre titre, L'arrière-ban d'amour. Ça ne veut pas dire pour autant que je n'aime pas le titre de Bestiaire d'amour et que je le rejette et qu'il faille le rejeter. Je pense que une œuvre a le droit à plusieurs titres. C'est quelque chose qui peut, au fond, ouvrir sur des possibles différents et c'est simplement une orientation qui est ici la mienne. Euh, Dans la tradition manuscrite, le titre Bestiaire d'amour est souvent présent dans dans l'incipit et les explicites, mais rien ne dit que ça provienne de Richard de Fournival. En revanche, l'arrière-ban, sans être forcément le titre, est tiré de l'œuvre même. Euh, elle lui sert au fond de comparaison. Je vais y revenir. Mais je voudrais aussi, on fait ça. Je voudrais souligner d'abord, puisque la dimension visuelle du bestiaire d'amour est importante, hein, et donc je rejoins de cette question du bestiaire tout à fait ce que j'ai entendu dire de Johan. La question visuelle du bestiaire d'amour, ici, vous n'avez pas justement le bestiaire d'amour, vous avez Guillaume Leclerc, et on voit bien que les bestiaires traditionnels sont composés comme des ensembles très rigoureux, avec souvent une image, un titre, et ensuite un texte en deux parties, la nature, la sénescience. Au fond, il y a une sorte d'organisation du propos assez caractéristique des bestiaires traditionnels. Si on prend ici le bestiaire d'amour, on voit que les choses sont tout à fait différentes. On a, on le voit, je ne vois pas bien ici on le voit un peu mieux ici, on voit bien que les lettrines ne sont pas du tout placées au début des paragraphes, ils sont dans le texte, hein, et ces images ne sont pas au fond des points de départ à partir desquels se développe une réflexion sur la nature et la sénescience des animaux. Ce sont plutôt des exemples, des exemples, des images, des éléments de comparaison qui vont servir à alimenter le discours amoureux. Il demeure que ce sont des éléments tout à fait importants, puisque Richard de Fournival le dit au début de son texte, hein, que c'est un livre, je synthétise, à lire et à regarder, ou à entendre lire et à regarder. Hein, il y a l'ouïe et il y a la vue. C'est donc un livre d'images. Et comme Cécile vous l'a dit, il y a moyen d'aller trouver aujourd'hui, heureusement, ce n'était pas le cas quand j'ai fait ma thèse, il fallait aller dans les bibliothèques, c'était même cher, maintenant c'est gratuit, à la BNF, même Oxford est gratuit, incroyable. Pour le manuscrit 12308, on peut le publier sans payer de droits, c'est quand même extraordinaire. Euh, on peut enfin montrer des images, on peut enfin montrer des manuscrits, on peut enfin traiter au fond un texte comme celui-ci, comme il est projeté par au fond l'auteur, hein, avec les enluminures. Hein, c'est dommage que lorsque Gabriel Bianciotto a publié dans les classiques champions, ça n'était pas encore le cas. Hein, ça devait être prohibitif que de pouvoir publier
un ouvrage avec ces enluminures. Il faut remonter peut-être à la vieille édition Hippo, qui est à la fin du 19e, où il avait, lui, comme on le faisait autrefois, dessiné lui-même les images. Et bon. Donc, cette dimension visuelle est importante et elle est bien sûr liée à ces portes de la mémoire qui sont placées en tête à la fois dans le texte et dans certaines enluminures. Hein, les portes de la mémoire, c'est l'œil et l'oreille, et les deux organes sont concernés par ce texte. Et donc, je pense que cette approche, disons, des enluminures est tout à fait importante. Je donnais, je vous fais quelques exemples. C'est un autre manuscrit où il y a également le bestiaire d'amour, et ça, c'est un isopèpe, parce que je pense aussi que d'ailleurs, je me demande, c'est pas celui non, c'est pas le crinon non, ce n'est un autre. Euh, mais c'est parce que le grillon est aussi présent dans le bestiaire d'amour. Mais si le grillon est présent dans le bestiaire d'amour, c'est à travers les fables. Et c'est aussi un autre fil dans la littérature animalière qui va nourrir le bestiaire. Et c'est en cela que ce n'est pas un bestiaire, c'est beaucoup plus, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas les connaître. Il faut connaître les bestiaires, il faut connaître la littérature animale, et que ce soit les fables, que ce soit bien d'autres textes. On le verra parce que je vais revenir tout à l'heure sur le coq. Ici, bon, il y a quelques images. C'est le plus ancien, donc je ne sais plus à qui il appartient. C'est le manuscrit T. Je l'ai mis en main privée. Il était à une librairie. Je ne sais pas s'il a été acheté depuis, mais on le voit bien aussi. Hein. On a bien sûr des rubrique qui indique quelle est l'image représentée, mais les images ne sont pas du tout placées comme des têtes de chapitre. Et puis, donc la même chose ici, c'est un autre manuscrit. Hein, voilà, et c'est, il y a, et ça, c'est le manuscrit 12308 hein, que mentionnait Cécile, qui me paraît particulièrement intéressant. Il y aurait une étude à faire pour ceux qui sont plutôt versés du côté de l'histoire de l'art, sur les différentes types d'enluminures du bestiaire d'amour. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur ce plan-là. Il y a des choses très variées, faites dans des régions d'Europe, en Italie, en France, et qui sont tout à fait intéressantes. Celui, je le trouve particulièrement intéressant parce qu'il met en scène, à propos de chaque animal, le couple qui est mis en scène dans le bestiaire d'amour, l'amant et la dame. Et au fond, l'amant est ici en train de désigner du doigt le coq qu'il donne en exemple à la dame qui l'écoute. Hein. Et vous avez une sorte de mise en scène, en quelque sorte, à travers ces enluminures, de l'œuvre même, dans ce dialogue qui est mis en place à l'intérieur même du bestiaire d'amour, mais qui sera évidemment prolongé par la suite avec la réponse sur la question. Alors, j'aurais pu aussi parler, il y a tellement de choses, et comme j'ai un peu le cerveau désormais un peu perdu par cette réécriture, reprise, refonte de mon travail, que je ne savais pas très bien ce que j'allais vous présenter. Donc, bon, j'ai choisi des choses. Bon, et puis j'espère que la discussion permettra de revenir sur des points que vous voudriez que je développe ou que je n'ai pas mentionnés, euh, ou qui sont en écho avec d'autres travaux qui ont pu être proposés, soit sur la question des bestiaires, soit dans les orientations de Sarah Kay, par exemple. Alors, un arrière-ban. Je vous ai donné ici l'image qui sert à illustrer cet arrière-ban, ainsi que la citation qui mentionne cette comparaison, hein, car aussi, comme un roi, quand il va guerroyer hors de son royaume, il emmène de ses meilleurs hommes une partie, et s'en laisse encore gagner partie à sa terre gardée. Mais quand il voit qu'il ne se peut suffire à tant de gens comme il en a mené, si parement de tout chaos qu'il a laissé et fait son arrière-ban, ainsi me convient-il faire? Les phrases de Richard Sonneval sont souvent assez longues, hein, et on sent, c'est un peu une parenthèse, je ferai sûrement beaucoup de parenthèses, on sent
on sent le clerc qui a l'habitude de manier un latin scolastique et où les syllogismes et les procédés argumentatifs sont tout à fait familiers. Car si je vous ai maint bel mot, que dit, que envoyé, et ils ne m'ont mis tant valu que métier me fut, il me convient en s'estuie d'arin escrit faire mon arrière-ban et dire de mieux que je sais. Donc, un arrière-ban. L'analogie entre un amant et un roi menant son armée renvoie évidemment tout de suite à la fameuse, au fameux topos ovidien de la Militia Amoris. Hein, on est dans un scénario de conquête. Il s'agit de conquérir une dame enfermée dans sa tour, pas forcément celle du roman de la Rose, mais peut-être que oui. Ça, on peut en débattre. En tout cas, le lien mérite d'être fait et peut éclairer, au fond, ce scénario de la conquête amoureuse sur le modèle, au fond, ovidien de la Militia Amoris. Mais ici, l'armée qui part à la conquête de cette tour, vous voyez ce petit soldat qu'un roi envoie, cette armée est divisée en deux. Il y a le banc et l'arrière-ban. Donc, le, l'arrière-ban, c'est ce que nous avons, le bestiaire d'amour. Qu'en est-il donc du banc? À quoi succède cet arrière-ban? C'est pour ça que ce terme, sinon ce titre, me paraît intéressant, c'est qu'il place d'emblée le bestiaire d'amour dans un après-coup, après quelque chose, non pas après les bestiaires habituels, c'est mon point de vue, mais on peut bien entendu en avoir un autre. Hein. C'est pas simplement une allégorisation amoureuse des bestiaires qu'on allégorisait chrétiennement. Je pense que c'est pas ça l'objectif de Richard de Fournival. Il fait semblant de faire un bestiaire. Ça reste, ça ressemble à un bestiaire. Mais est-ce que pour autant c'est un bestiaire? C'est en tout cas, à mon sens, pas après les bestiaires traditionnels qu'il s'inscrit, mais c'est après un autre type d'envoi, ce banc. Et au fond, qu'est-ce qu'il en est? Et c'est à ce sujet que je voudrais, au fond, c'est à ce propos que je voulais revenir avec le coq, qui est le premier animal sur lequel commence qu'on a vu tout à l'heure ici. Là, vous avez c'est un autre très beau manuscrit hein, de la Purple Morgan Library où vous avez l'arrière-ban, vous avez le mot arrière-ban qui est juste en dessus du château, hein, avec c'est un manuscrit italien, cette conquête par l'amant suivi de son armée, de la dame qui est ici. C'est vraiment pour vous inviter, et là vous en avez une autre qui est aussi tout à fait intéressante, surtout pour la version à gauche, qui me semble traduire ce scénario sur le plan du livre. C'est au fond c'est au fond je ne vais pas la commenter longuement, mais peut-être dire quand même une chose. Vous avez donc sur deux registres, vous avez à droite vraisemblablement la dame, celle à qui est destiné l'arrière-ban, le livre écrit. C'est un livre, c'est pas la voix. C'est un livre que l'amant fait écrire. J'aurais tendance à l'identifier au milieu. L'amant a fait écrire un livre, un scribe, qu'il va remettre à la dame. Et puis, dans la partie inférieure, vous avez à gauche l'amant, à droite la dame, et au milieu, des doubles, en quelque sorte. Ils font comme si le messager qui va donner le livre au double de la dame, à sa mémoire, peut-être. Et l'image me paraît illustrer au fond l'enjeu du bestiaire d'amour ou le lien entre l'amant et la dame est en quelque sorte euh, remplacé par
une autre forme de communication, hein, qui serait celui de la lecture autour d'un livre. Il y a une distance qui est mise en scène à travers le bestiaire d'amour. Et là, vous avez, je ferai le commentaire d'image euh, disons, remplacer ce que je n'ai pas dit sur le prologue. Et vous avez, je dirais, le même scénario, à peu près. Vous avez au début la dame et l'amant. Vous avez à droite l'amant qui remet à un messager sa lettre, son bestiaire. C'est un salut d'amour, au fond, le bestiaire amoureux. Ça s'inscrit dans ce déplacement déjà de la voix vers l'écrit. Il remet donc son texte à un messager. Et vous avez euh, dans l'image du bas, une image très, 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 très connue, beaucoup commentée, etc. Donc, bon, je ne vais pas en dire davantage, mais quand même, si vous ne l'avez pas déjà vu, lu, commenté, etc., vous avez une mise en scène de l'effet de la lecture. Le lecteur, c'est censé être ici à propos de l'histoire de Troie, il donne ça comme exemple, et évidemment, ça doit ensuite produire le même effet sur la dame. Le lecteur d'un roman de Troie, dit-il, voit en lisant la guerre de Troie devant ses yeux, hein, et au fond, la troupe qui est devant lui, ici, sort du livre ou de son imagination, hein, suscité par l'acte de lecture. Cette question, au fond, du livre qui vient à la fois livre enluminé, livre d'images, mais livre produisant des images à l'esprit du lecteur est quelque chose et qui mérite, je dirais, le prologue est très très dense, très riche et permet de poser des questions tout à fait fondamentales sur la mémoire, la constitution de la psyché humaine telle qu'elle est vue par la tradition aristotélicienne ou médiévale de façon plus large, mais aussi sur la question du fonctionnement de la littérature. Quelles sont les composantes, la voix et l'image. Alors j'en viens au coq, qui sert au fond à illustrer dans un premier temps les deux temps qui vont être développés par la suite, les deux temps, et qui sont donc le banc et l'arrière-ban. C'est le premier animal, hein. Ainsi comme on compte de la nature du coq, que de temps comme il cante par nuit plus près de la vesprée ou de la journée, de temps cante-t-il plus souvent, et de temps comme il cante plus près de la minuit, si cante-t-il plus efforcément et plus en gros se s'avouer. La vesprée et la journée, qui a nature de jour et de nuit mêlées ensemble, signifie l'amour dont on a du tout espérance ni du tout désespérance. Et la minuit signifie l'amour du tout désespéré. Et donc, puisque je n'ai désormais nulle espérance du monde de votre bonne volonté à voir, si est aussi comme ma minuit, et quand je n'en ai aucune espérance, si fut aussi comme ma vesprée, si cantait à donc plus souvent, et or, le me convient faire plus formant. Donc, vous voyez, permettre, le coq va permettre de distinguer deux moments, hein, qui peuvent correspondre au banc et à l'arrière-ban. L'exemple du coq me paraît aussi utile. Est-ce que vous entendez bien? Oui. L'exemple du... Dominique me dit, mais elle s'est mise au fond de la classe, ce qui est peut-être... L'exemple du coq me paraît aussi illustrer l'utilisation que Richard de Fournival fait des bestiaires. Le coq est absent, enfin, Johan me contredira peut-être, mais le coq est absent des bestiaires français traditionnels. Il est un peu présent dans le bestiaire euh, de Philippe, de Philippe de Tan et Guillaume Leclerc à propos du lion qui a peur du coq blanc, hein, où il y a quelques mots à propos du coq, mais sinon, le coq ne fait pas partie des animaux typiques des bestiaires. On ne trouve pas non plus le coq dans le physiologus grec, on ne le trouve pas dans les premiers physiologus latins. Il remonte en fait
à l'Hexaméron de Saint-Ambroise. C'est chez Saint-Ambroise qu'on va trouver le coq. Et Saint-Ambroise s'inscrit aussi dans une tradition d'hymne religieux. Il en a composé lui-même un qui met en scène le coq, Aeterne rerum conditor. Et à travers ce que dit Saint-Ambroise du coq, on peut remonter à Pline et à ce que représente le coq dans la culture latine, antique et latine, et puis ensuite chrétienne, avec une réorientation dans un contexte religieux de cet animal qui est ici le coq et de son chant, le gallicinium, ce chant du, du moment où la nuit commence à se regarder vers le jour, qui correspond dans les pratiques du monastère aux matines, aux vigiles. C'est le moment où l'homme doit se réveiller pour se préparer à ce jour qui va se lever. Et donc le coq, c'est cet oiseau particulier, important dans la culture et dans la littérature latine, très important dans la culture chrétienne, qui se situe à ce moment particulier de la nuit. Celui où on sort de la nuit justement pour s'ouvrir à la lumière qui vient. Et on comprend dans les quelques images que j'ai formulées tout l'usage que le christianisme peut et a pu faire de cet animal. C'est le praedicator, c'est le prédicateur, mais dans prédicateur, il y a le praedicator, c'est-à-dire celui qui dit avant. C'est l'oiseau qui, au cœur de la nuit, est capable de voir que le jour va se lever. Il fait encore nuit, mais il sait. Et il le chante. Il chante, au fond, l'éveil de ce qui attend l'humanité qui se tourne vers le soleil levant. C'est un chant qui est donc gouverné par le regard, le chant du coq. Et c'est pour bien mettre en avant son regard qu'il va figurer tout en haut des clochers des églises. On le met au point le plus élevé, pas pour faire la girouette, ça, c'est pas son rôle. Il a, au contraire, il c'est pas une girouette. Il a le regard droit tourné vers le soleil levant. Il est fixe. Alors, mais c'est son œil qui compte. C'est un chant qui est gouverné par son regard. Et vous connaissez, je vais revenir sur la citation avant, vous connaissez peut-être la fable du coq, du renard et du coq. C'est une des deux femmes qui se trouve sur le portail, sur un des portails de la cathédrale d'Amiens. La cathédrale d'Amiens, construite au même moment que euh, quand Richard de Fournival en était le chancelier. On a même pu évoquer la possibilité qu'il ait contribué à son programme iconographique. C'est possible, sans forcément qu'on ait besoin d'aller jusque-là. En tout cas, il participait à ce moment où une cathédrale s'édifie et on a sur parmi les deux fables qui sont représentées, le coq et le renard. Et on voit bien ce coq qui est là tout droit, qui peut-être doit rappeler au prédicateur qui rentre dans l'église, à Richard de Fournival lui-même, en tant que chanoine et chancelier, que son rôle, c'est d'être bien, d'avoir bien les yeux ouverts. Et vous connaissez tous, sinon la fable du coq et du renard, en tout cas la version que le roman de Renard en donne avec Chanteclair, où on essaie de convaincre le coq de fermer les yeux pour chanter, ce qui est quand même bon. Un coq, ça chante les yeux ouverts et jamais les yeux fermés, parce qu'il faut regarder. Certes, le renard qui vous menace, mais surtout peut-être, mais ça va ensemble, le jour qui se lève et l'annonce qu'il faut en faire. Le prédicateur vous annonce la résurrection à venir. Vous voyez, si je fais ce petit développement, c'est aussi pour dire que quand vous allez travailler sur les animaux du bestiaire d'amour, il faut faire feu de tout bois.
Il y a les bestiaires traditionnels, il y a les bestiaires latins avec leur reprise d'Isidore de Séville et de l'Hexaméron, qui est très important pour nourrir les bestiaires latins. Puis vous avez la fable et éventuellement encore d'autres textes qui vont permettre, au fond, qui vont être utilisés par Richard de Fournival. Parmi les autres textes, c'était plutôt en arrière que je voulais retourner, vous avez Grégoire le Grand. Et vous avez un texte ici qui est probablement la source de cette distinction qu'opère ici Richard de Fournival entre deux chants du coq. Alors, chez Grégoire le Grand, les choses sont un peu différentes de ce qu'on va retrouver chez Richard de Fournival. Il nous dit, lorsqu'il s'adresse à des âmes encore injustes, ils élèvent le ton, il s'agit ici des prédicateurs, pour leur inspirer la crainte du jugement éternel. Ils poussent des cris, pour ainsi dire, dans les ténèbres de la nuit profonde. Oui, j'ai oublié de dire, c'est que la suite d'une comparaison que Grégoire le Grand établit entre le prédicateur et le coq. Mais quand ils voient que la lumière de la vérité atteint le cœur de leurs auditeurs, ils abandonnent la force de leur clameur pour la douceur et l'aménité. Ils ne parlent plus tellement alors de châtiment terrible, mais de récompense pleine de douceur. Leurs chants sont également moins bruyants à l'approche du jour, parce qu'alors ils annoncent les mystères dans toute leur finesse, en sorte que leurs disciples reçoivent sur la vie céleste un enseignement d'autant plus détaillé qu'ils sont proches de la lumière de la vérité. Les cris prolongés du coq les avaient réveillés quand ils dormaient. Ils sont charmés par des chants plus brefs quand ils sont éveillés. Au lieu de craindre les suites fâcheuses du jugement, celui qui s'est amendé se plaît à connaître intimement la douceur du royaume. On a une sorte d'application à travers le coq à quelque chose assez traditionnel dans la réflexion sur la prédication. Il faut adapter son propos à son public et on s'adresse de façon plus douce à ceux qui sont déjà au fond familiers, alors que ceux qui sont des mécréants, il va falloir, les gentils et les méchants, il va falloir tonner de façon un peu plus forte pour pouvoir les réveiller et leur faire peur. Bon, donc on a ici au fond ces deux voies possibles que peut représenter ici le coq. Je dis que c'est de cette, et Bianchetto l'indique aussi d'ailleurs dans son édition, euh, je dis que c'est de Grégoire le Grand, très probablement que Richard de Fournival tire ici donc ces deux chants du coq, mais en même temps, il ne va pas les respecter vraiment. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il est souvent difficile de bien percevoir, c'est que il ne s'agit pas pour Richard de Fournival, contrairement à la tradition des bestiaires, où on peut avoir des petites variantes, des petits ajouts, des modifications, mais en gros, la nature animale reste plus ou moins donnée, alors que Fournival s'autorise au fond de modifier un certain nombre de choses. Vous voyez, euh, c'est pas le chant de la pleine nuit plus le chant du matin. Au début, et si je relis le passage, ainsi comme au compte de la nature du coq, que de temps comme il cante par nuit plus près de la vesprée ou de la journée, il a l'air de faire comme si, au fond, il y avait deux chants du coq. Un au milieu de la nuit, l'autre lorsque la nuit et le jour sont mêlés ensemble. Ça peut être le soir ou ça peut être le matin. Le chant du coq du soir. Ouais. Et puis il poursuit, la vesprée, la journée, etc. Et ensuite, il nous dit, voilà, à la fin, et quand je en ai aucune espérance, ce fut aussi comme ma vesprée, où est-ce où est-ce que c'est dans le passage qui précède? Bon, qu'importe. Euh, on a le sentiment euh, il ne reste au fond de ce chant du coq, mais je vois que je n'ai pas en fait tout cité ici, tant pis. Il ne reste de ce chant du coq qu'une opposition entre le chant de la nuit et le chant du soir. Et en le chant du coq, plutôt que de se tourner résolument du côté du matin, et donc du soleil levant, semble devenir un chant qui va se tourner vers la nuit.
comme si au fond c'était l'Ave-Esprit qui le caractérisait. D'où l'allusion que j'ai faite également tout à l'heure avec la fable bien connue, tirée des Angrémus et reprise dans le roman de Renard. Un, un coq qui est prêt, en quelque sorte, à chanter en entrant dans la nuit. On peut se demander s'il n'y a pas, de la part de Richard de Fournival, je dirais un double jeu, à la fois par rapport à la tradition lyrique. Le chant du coq, ici, incarne, est un oiseau, en quelque sorte, qui vient remplacer le rossignol, les oiseaux qui chantent le matin. Coq n'est pas présent, mais dans la tradition lyrique habituellement, mais il lui sert en quelque sorte de remplaçant pour illustrer ce moment inaugural. Mais plutôt que de le situer vraiment au matin avec tout l'espoir que le chant pourrait porter d'arriver enfin à convaincre la dame, ici le chant semble plutôt s'orienter vers la nuit, puisque c'est dans la nuit que va lui succéder, une fois que le chant du coq va jouer son rôle, le cri de l'âne. Et le cri de l'âne va reprendre ce deuxième chant du coq pour incarner l'arrière-ban. Au fond, le coq ici ne fait que de vous donner accès à la nuit. Et puis la deuxième allusion, et ça rejoint la remarque que je faisais tout à l'heure à propos de l'autobiographie possible. On peut se demander s'il n'y a pas un clin d'œil, c'est beaucoup d'ironie chez Richard de Frondival, s'il n'y a pas un clin d'œil à lui-même. Au fond, n'est-il pas, lui, ce coq qui est censé, membre de l'Église, participer à cette annonce du soleil levant, qui est le message du Christ? Le voici déguisé en quelque sorte en amant, voué à entrer dans un monde nocturne. Hein, et je pense qu'il y a de la part de Fournival une sorte de jeu sur lui-même et sur l'opposition qu'on peut établir du même coup entre un coq tel qu'il est représenté ici, tel qu'il est représenté habituellement dans la culture chrétienne et aujourd'hui au sommet des églises, et puis ce nouveau coq parodique, ironique, qui vient inaugurer, commencer au fond ce bestiaire. Mais bon, j'ai un peu été un peu rapide dans mon propos. Il y a un terme qui est employé pour désigner le chant du coq, mais est-ce qu'il est là? Le bel mot? Non, je pense que oui, j'ai pas assez, je vous ai donné une citation tronquée, malheureusement. Euh, il y a une chose qui caractérise le chant du coq, ce sont des beaux mots. Vous l'avez, en mon édition, vous l'avez, alors, oui, c'est un peu avant. C'est juste, c'est pas à propos du chant du coq, car c'est à propos de l'arrière-ban. Car si je vous aime un bel mot que dit que envoyé, etc., les beaux mots. Il y a les beaux mots et il y a les mots laids. On peut l'opposer. L'arrière-ban serait du côté d'une forme de laideur possible. Qu'est-ce que ça signifie et que sont plus précisément ces beaux mots? On peut se demander s'il n'y a pas et c'était une suggestion de Cécile, s'il n'y a pas la possibilité de lire du même coup le corpus des chansons de Richard de Fournival comme une sorte d'avant-texte. Ce seraient des beaux mots que l'amant a envoyés précédemment à sa dame. Et je pense que plus fondamentalement, l'amant du bestiaire d'amour s'inscrit dans la tradition lyrique et qu'il ne s'agit pas simplement de sa propre œuvre, mais de l'ensemble de la tradition lyrique. C'est l'ensemble de la tradition lyrique qui est caractérisée par ce chant du coq, qui chante souvent, parce que les troubadours et les trouvères chantent beaucoup, ils ont produit des centaines de poèmes sans être parvenus à quoi que ce soit, parce qu'ils répètent toujours la même chose et que la dame ne cesse de leur refuser. Et ils le font avec une esthétique qui est celle du beau mot, hein, de la beauté, hein, de l'art
de la versification, l'art de la composition, l'art musical aussi, de la création poétique, que peut ici représenter ce premier chant du coq, auquel va donc s'opposer ces autres mots que sont ceux de l'arrière-ban. Et je voudrais, euh, pour illustrer à la fois cette poésie de Richard de Fournival et la poésie de façon plus générale, et puis peut-être la voix de Richard de Fournival, peut-être pas commenter ou traduire, mais au moins présenter un de ses poèmes. J'en présenterai un deuxième tout à l'heure. Longtemps me suis escondi, conque par amour n'aimait, mais or me suis enhardi quand tel lieu parler en est, dont je me repentirais volontiers si je pouvais, car trop suis hardi, hein, de folie. Euh, Ici, un chant. Euh, c'est pas celui que je pensais mettre en fait. Hop, mince. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Merci. On reprend Oui, là, oui, parfait, merci. mais il faut que je fasse le partage d'écran. Mince. En tout cas, ça marche. C'est bon? C'est sûr qu'on n'a pas la... Oui, il n'y a pas de partage, c'est ça? Si, si, il y a le partage, c'est juste que... Ah voilà, c'est la diapo qui manque. Merci. Désolé. Là, j'ai rien fait. L'enregistrement est cool. Venir sur. D'accord. Là, je vois que j'ai oublié l'image. Bon, c'est bizarre. J'ai dû oublier en fait, je voulais la commenter après, celle-ci. Ah, je l'ai ici. Oui, c'est celle-ci. Je me suis en fait trompé de. Mais ces deux poèmes qui mettent en scène une figure importante chez Richard de Fournival qu'on retrouve dans le Bestiaire d'amour, c'est l'amant hardi. Font l'amant hardi. Vous connaissez peut-être l'opposition, pour ceux qui sont familiers de la lyrique, entre l'amant couard et l'amant hardi. Hein, l'amant couard, c'est celui qui n'ose pas parler et qui ne peut s'exprimer qu'à travers le chant. L'amant hardi serait celui qui n'a pas peur de prendre la parole et qui va séduire la dame comme il le peut. Et dans cette chanson, je retiendrai une réutilisation et un retournement de ces deux figures avec une dévalorisation du personnage de l'amant couard et une valorisation de l'amant hardi, mais auquel on va attribuer une seule parole, celle qui est citée dans la cinquième strophe, aimez-moi, je vous en prie. Il lui dira brièvement. Hein, il y a quelque chose dans le bestiaire d'amour qui rejoint ce qui est dit ici, un parler bref. C'est un parler bref qui met en question les beaux mots. Hein. Amour n'achète ne vend, c'est deuxième strophe, ne, n'est ne parole par-ci, ne par langage poli. Hein. Et il y a de façon assez constante dans l'œuvre de Richard de Fournival une mise en question de la beauté du discours amoureux. Et ça me paraît quelque chose qu'on peut retrouver dans le bestiaire d'amour. Ce, ce,
Alors, Oui, je vous ai donné aussi deux citations, mais je vois que le temps tourne et je voudrais laisser la place à des questions, à la discussion. Il y a ici deux citations tirées du Consaus d'amour. Richard de Fournival est l'auteur potentiel de trois autres textes qu'on peut classer parmi les arts d'aimer. Je pense qu'on n'y a pas tellement de raison de lui refuser le Consaus d'amour. À mon avis, les deux autres semblent très bien pouvoir lui être attribués. C'est mon sentiment pour la puissance d'amour. Et le commence d'amour est également très proche. En tout cas, le commence d'amour présente plusieurs éléments textuels très proches, suffisamment forts pour pouvoir établir une parenté d'auteur, une identité d'auteur. Dans le Consaus d'amour, qui est adressé, où l'auteur s'adresse, ou le narrateur s'adresse à sa sœur, avec des recommandations sur l'amour, il introduit un amant hardi, cette fois-ci, mais hardi à la manière des arts d'aimer, qui n'a pas peur de s'adresser à sa dame et met dans sa bouche, au fond, une sorte, je dirais, presque de parodie ou de semi-parodie du discours amoureux. Madame, enfin c'est tous les lieux communs du discours amoureux. Madame, vous êtes la lumière et la joie de mon cœur, vous êtes l'espérance de toute ma vie, vous pouvez faire votre volonté de moi, etc., etc. Bon, on a une espèce de... Il y a vraiment chez Richard de Fournival un jeu sur le discours, et le discours amoureux en particulier. Dans le même texte, un peu plus loin, il va introduire un autre personnage qui va mettre en question ce qu'il vient de recommander. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur de parler, il faut s'adresser à la dame, et il va valoriser au contraire l'amant ébahi, celui qui n'ose rien dire, qui se tait et dont on perçoit les sentiments véritables uniquement à son aspect, à ses yeux, etc. Et celui qui parle de façon hardie, il le compare au renard. Et c'est donc ceux qui ont semblance de bien et sont mauvais déçoivent tous les gens, si connaît oupios qui se font être morts et se couchent en mille la voix comme morts, la langue traite, etc. Et vous avez le même texte à la fin du Bestiaire d'amour, c'est l'avant-dernier ou avant-dernier animal, ça finit sur le vautour, hein, et aussi avait-il du plus beau de cieux qui amis se font, car Tesdi qui se meurt d'amour, qui ne sent ni mal ni douleur, et en déchoivent la bonne gens, aussi comme Eupios fait l'épi. Car il se toille en la boue rouge terre, et couche gueule baée, la langue or, aussi comme s'il fût sanglant morse. Et dont viennent les pies qui mordent le cuide, s'ils veulent manger la langue, et ils jettent les dents, s'il les prend par les têtes, s'il les dévore. Hein, et ici, au fond, le renard est une figure de l'amant, euh, c'est un texte qu'on peut peut-être qualifier de misogyne, mais c'est un texte aussi anti-misogyne, puisqu'il met en scène un personnage de l'amant comparé à un renard qui dévore celui, comme l'épi, se laisse attraper par la belle langue, hein, qu'il leur adresse. Hein, ces beaux mots au fond du discours amoureux qu'on offre ainsi aux dames pour qu'elles les dévorent. Hein. Aussi dis-je que Teus fait moult le trévasé d'amour, puis il n'en chaud, ne qui ne baie si à trancher, non. Mais par aventure, direz-vous, de moi-même, avec un retournement sur sa propre position, peut-être suis-je ce renard, et à ce vous répond. Hein, et ce dialogue qu'on voit dans l'enluminure du manuscrit 12 va être prolongé dans la réponse du bestiaire, mais elle est inscrite ici. Hein, il y a un dialogue justement entre la dame et l'amant, inscrit à l'intérieur du bestiaire d'amour, sur la nature au fond du discours amoureux, sa nature de vérité, sa capacité de convaincre, etc. Bon, je vais très vite parce que, ah mince, je suis retourné, c'est pas vrai.
En fait, quand j'arrive au bout et que je tourne, que je vais en avant, et j'ai été en avant, je suis parti je suis parti en arrière. Je voudrais terminer avec un autre passage qui offre des points de comparaison entre la lyrique et le concerto d'amour. Et toujours en quelque sorte pour souligner, merci Clotilde, désolé, euh, à la fois pour souligner, donc c'est là où vous avez celui longtemps me suis escondi, conque par amour n'a mais or me suis enhardi quand elle lieu parler en est. On a une figure en quelque sorte de narce. Ça se relance en fait. D'accord. Ne pas envoyer. C'est toujours en train d'enregistrer. On est bien. Merci. Oui, un, un, un poème qui met en scène un personnage d'amant qui commence par refuser l'amour et qui finit évidemment par céder. Vous avez le même personnage dans le Concerts d'amour et dans le Bestiaire d'amour, avec les trois mêmes phrases. Je vous laisse, c'est la deuxième strophe dans le poème et c'est dans les deux extraits ici. Il advint que quand je fus nouvellement chevalier, j'étais des plus orgueilleux hommes envers amour qui ont fut, donc un avait vêtu, etc. Et dans le Bestiaire d'amour, en telle manière, cet amour vengé de moi, car j'avais été le plus orgueilleux homme vers amour conçu, et me semblait que j'avais honte veuille femme, que je vous cisse, etc. Je vous laisse. Les trois textes sont tout à fait similaires. Je j'ai pas eu le temps, il faudrait au fond le faire aussi, souligner que les pièces lyriques de Richard de Fournival ressemblent beaucoup à son bestiaire d'amour dans la mesure où elles ne sont pas tellement adressées à la dame et elles sont déjà des sortes au fond de retour sur soi-même. L'amant s'interroge sur lui. Et c'est ça qui est en jeu finalement dans le bestiaire d'amour. Euh, Si j'ai retenu aussi cet extrait, c'est donc à la fois pour souligner la parenté qu'on peut établir entre le bestiaire d'amour, la lyrique de Richard Fournival et un texte comme le Concert d'amour, et donc d'autres textes aussi qu'on peut convoquer, et puis pour souligner que derrière ces différents animaux s'écrit une histoire. Hein, il y a un récit. Je disais au début, c'est une sorte d'autobiographie, mais on peut, au fond, tracer un fil qui va du début à la fin, avec évidemment des. Il y a, c'est un peu de l'oulipo, il y a une contrainte. Si on veut, il doit faire comme s'il écrivait un bestiaire. Donc, il lui faut placer ses animaux à différents moments. Et donc, parfois, ça tire un peu, mais en quelque sorte, il arrive à construire un fil qui va relativement droit du début à la fin. Et dans ce film, il y a des étapes qui vont tracer une sorte d'histoire amoureuse qui va commencer avec la séduction par le chant, la séduction par la vue, la séduction par le flair, c'est la licorne qui est ici concernée par ce passage. Et à travers ces animaux, il réécrit l'histoire de Narcisse. Et puis vous avez d'autres scénarios qui sont en quelque sorte repris. On retrouve l'histoire avec bon, Valérie a été mentionnée tout à l'heure à propos de l'Aspic, hein, mais l'Aspic évidemment réécrit avec la sirène, en réponse à la sirène, l'histoire d'Ulysse entre la sirène et l'Aspic qui se bouche les oreilles. Le corbeau qui a été mentionné aussi tout à l'heure réécrit la métaphore de la blessure, de la flèche qui traverse les yeux. Donc, il y a une sorte de réécriture de tous les lieux communs du discours amoureux dans un scénario qui se veut en quelque sorte le récit emblématique d'une histoire amoureuse qui finit sur une demande de merci, puisque de toute façon, c'est toujours ainsi que se finissent toutes les pièces lyriques, sur une demande de merci.
mais qui finit aussi avec ces animaux que sont le vautour et puis le renard, qui est l'occasion pour mettre en question la sincérité du personnage de l'amant. Jeu donc sur la littérature courtoise, sur le discours amoureux, euh, et jeu avec l'ensemble de la littérature. Et peut-être est-ce là la difficulté qu'on peut éprouver à la lecture du Bestiaire d'amour, et je finirai là-dessus. C'est une œuvre qui s'écrit, au fond, dans sa bibliothèque. Et dans sa bibliothèque, il y a tout. Bien sûr, on ne peut pas tout lire, mais il faut avoir à l'oreille, à partir de ce que ce texte nous invite à entendre, il faut avoir la possibilité d'aller piocher à gauche, à droite, chez Ovide, dans les bestiaires, chez Grégoire le Grand, dans plein de textes qui sont convoqués de façon souvent juste allusive, avec des détournements possibles, hein, pour, au fond, saisir le jeu qui est en train d'être proposé, avec une tradition qui a un siècle et demi, et qu'il s'agit peut-être, avec l'arrière-ban, à la fois de synthétiser, de renfermer dans une sorte d'ars brevis, c'est un art bref. Hein, c'est une sorte de summa brevis, c'est ce que je voulais dire, de summa brevis du discours amoureux. Mémoire, au fond, d'une tradition lyrique désormais sur le déclin. Il n'y a pas que les bestiaires, disons, chrétiens qui sont absolument sur le déclin, c'est aussi une certaine tradition lyrique. Il y a beaucoup d'ironie chez Richard de Fournival dans le Bestiaire d'amour et dans sa poésie, qui est en fait pas du tout typique du grand chant courtois, qui est déjà du côté du Bestiaire d'amour, avec un, un jeu à la fois léger et caustique sur cette tradition. Bon, je m'arrête. Je suis un peu désolé d'avoir parlé de façon un peu à hui et à dia, mais bon, voilà, c'était l'occasion de vous dire un certain nombre de choses en espérant que ça puisse susciter vos réactions.